Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, ça se terminait un peu mal pour moi et ma cheville. Et après 2 grosses randos, on a décidé de prendre ça relax dans le fameux camping où on était beaucoup trop confortable à Caral. Après une journée à relaxer, faire du montage vidéo, jouer avec les chiens du propriétaire, on a repris la route. L'autre fois, on a fait une grosse rando, histoire d'aller voir le Huascarán de plus près. On l'a pas vu parce qu'il y avait trop de nuages. Mais là, on roule sur la route aujourd'hui puis on voit son sommet. Yay! Dans le dernier épisode, on vous parlait de notre désir d'aller faire une randonnée de plusieurs jours dans la Cordillère Blanche. En fait, un des circuits qui est très populaire dans la région s'appelle la randonnée de Santa Cruz. Par contre, premièrement, avec ma cheville, j'étais pas très sûre que j'allais être capable de faire une randonnée de 3-4 jours. J'étais capable de marcher dessus. Honnêtement, je m'en suis remise quand même assez rapidement, mais ma cheville demeurait hyper enflée. Puis j'avais de la misère aussi à la bouger dans plusieurs sens. Donc, j'étais capable de marcher dessus sans problème, mais je me voyais mal marcher en montagne pendant 3-4 jours d'affilée sans avoir plus de repos. Puis aussi, vous l'avez vu dans les dernières vidéos, on est dans la saison des pluies au Pérou. Donc, il pleuvait presque à tous les jours, plusieurs heures par jour. Il y a juste tôt le matin qu'on était épargnés. Donc, on se questionnait si on avait vraiment le goût de se lancer dans une longue randonnée sur plusieurs jours avec ces conditions-là. On a donc décidé d'abandonner le projet. Par contre, on avait aussi l'opportunité d'aller dans une cordillère un peu plus au sud de la Cordillère Blanche qui s'appelle la cordillère de Huehuache, où là aussi, on peut faire des treks de randonnée. Donc, on se disait qu'on allait laisser ma cheville se reposer un peu et se diriger tranquillement vers la cordillère de Huehuache. En chemin, on a fait un arrêt dîner et on avait identifié un petit bar qui semblait super mignon et aussi qui servait des tonnes de bières de microbrasserie locale. Donc, on a décidé d'aller faire un détour. Vraiment un bar super cool si vous aimez les bières de micro. Ils ont vraiment beaucoup de choix de bières internationales puis de bières péruviennes. C'est vraiment cute la petite cour aménagée et tout. Genre de petit mini Bergarten, très mignon. Ça, par exemple, c'est l'extérieur du bar. On n'était pas trop sûr que c'était la bonne adresse en arrivant ici. Une genre de ruelle louche. Puis c'était derrière cette porte. Ouais, je vous avouerais qu'on a eu de la difficulté à trouver l'endroit parce que premièrement, il n'y avait aucune enseigne. C'était un peu mal identifié sur Google. Mais aussi, ça se trouvait dans un quartier un peu bric-à-brac dans le fond d'une ruelle. Mais l'endroit était vraiment hyper chouette, super bien pensé. C'était vraiment un petit oasis de calme dans le quartier. On a donc poursuivi notre route direction une autre attraction qu'on s'était fait recommander qui se situe entre la Cordillère Blanche et la Cordillère de Huehuache et qui s'appelle le glacier Pastoruri. C'est arrivé ici hier soir, il pleuvait à Sio, donc on n'a rien vu, mais là ce matin, on a droit à une magnifique vue. On a payé nos frais d'entrée et on peut rentrer dans le parc. Pour atteindre le glacier Pastoruri, on suit une route vraiment extraordinaire avec des paysages incroyables et aussi il y a plein de petits arrêts à faire en chemin. Premier arrêt qu'on peut faire dans le parc, c'est aller voir les eaux gazéifiées de Pumapampa, où on a une vue vraiment extraordinaire sur le sommet de Morro Raju, tout à fait enneigé. Vraiment, c'est de toute beauté. Le prochain arrêt va nous amener à observer une espèce de plante vraiment impressionnante et très particulière. Fait que ces charmantes plantes, ils mesurent de 6 à 8 mètres de haut. Puis c'est en fait la plante qui fait le plus de fleurs au monde. Ils disent qu'elle fait de 6 à 10 millions de fleurs lors de sa floraison. Elle fleurit une fois, puis après, elle meurt. Puis ça donne ça quand elle est morte. Ce qui est quand même aussi impressionnant. Puis elle vit seulement dans des altitudes de 3-4 000 mètres au Pérou. Et là, dans les 20 dernières années, elle a perdu 20% dans le fond, du volume de ce type de plante-là qu'il y avait. Cette immense plante est vraiment impressionnante.
Avec la taille qu'elle a, elle doit avoir entre 40 et 100 ans. On va mettre en perspective. Il est tout petit à côté des plantes. La plante dans ses premières années. Ça ressemble à ça. Puis les pics sont super aiguisés. Je pèse juste un petit peu puis ça rentre dans ma peau là. Ouais, c'est très piquant tout ça. Sur la route, on subit quelques petits blocages et on constate vraiment avec étonnement que des gens vivent dans le parc national où on est. On voit des petites maisons, des huttes avec du bétail et vraiment ces gens-là sont faits forts parce que le climat autour de nous est assez hostile. Les températures peuvent chuter la nuit sous le point de congélation et bien probablement que ces maisons-là sont pas équipées de chauffage. On est à 4852. Probablement le plus haut qu'on est allé avec la voiture de 50 mètres. Parce que je pense qu'avant, où on est allé le plus haut, c'était 4800 sur le Cotopaxi ou le Chimborazo. Je me souviens pas, en Équateur. Bref, 4852, il fait 2 degrés. Il est 8 heures le matin. On est monté au restaurant refuge de la montagne Pastoruri dans le parc national de Huascarán. Donc, paraît-il qu'ici, on peut aller toucher au glacier si on fait une marche de 2 km. On va aller faire cette petite marche-là, puis on va essayer d'avoir assez de souffle. Parce que mine de rien, 4800, c'est soufflant. Cette nuit, on a dormi à 4200, le plus haut qu'on avait dormi. J'ai tellement mal dormi. Parce qu'on est la dernière fois, on a dormi à 2200, à Caras, 2300. Donc là, un step de 2000, quand tu vas dormir, ça fait beaucoup. En route vers le glacier Pastoruri. Aïe aïe aïe, pas facile. Ça a l'air facile parce que c'est un petit chemin balisé, puis pas trop à pic, mais jusqu'à 5000 mètres d'altitude, fait que je comprends pourquoi ils font la location de chevaux pour venir ici. Je t'avais mis soufflé là. Ah, pas facile le matin. Mais c'est très beau. On est encore dans les nuages. On a la place à nous tout seuls. On atteint finalement le glacier qui, ma foi, est quand même assez petit. L'histoire derrière le glacier Pastoruri est plutôt triste. En raison des changements climatiques, comme beaucoup de glaciers un peu partout dans le monde, ben, le glacier Pastoruri a perdu énormément de masse. En fait, on estime que dans les 30 dernières années, le glacier Pastoruri a perdu 22 % de sa taille. On apprend au fil de nos lectures qu'en fait, le glacier Pastoruri n'est même plus techniquement un glacier parce qu'en fait, l'hiver, il ne construit plus de nouvelles glaces. Donc, ben, c'est simplement une masse qui ne fait que fondre, fondre et fondre. Autre point assez triste aussi, bien qu'on était les seuls touristes ce jour-là sur le site, ben il faut savoir que le glacier Pastoruri, c'est vraiment un lieu hyper touristique normalement. Et ben c'était quand même assez visible. Il y avait énormément de déchets sur place. On s'est permis une petite collecte parce qu'on trouvait ça trop désolant de voir autant de bouteilles de plastique, d'emballage. Donc ben on a essayé de ramasser le plus possible. On a passé 5 minutes en face du glacier là. On a trouvé plein de déchets. Puis on continue à en trouver plein. Des bouteilles d'eau pleine, des petits trucs de bonbons, des cochonneries comme ça aussi. Les gens, ils se prennent des bonbons, ils se prennent des trucs à manger, puis ils sacent ça là. Ils tirent ça à terre. Des bouteilles d'eau pleine. Je comprends pas, il y en a un autre là-bas. Les gens, là, ils réfléchissent pas. Ils viennent voir la nature en montagne. Puis, ils se prennent des bonbons de coca. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jettent leurs bonbons, ils jettent leur sac à terre. Ils viennent voir la nature. Ils viennent voir la nature, à quel point c'est beau. Puis la première chose qu'ils font, c'est jeter des cochonneries à terre. Puis le pire, là, c'est qu'il y en a des poubelles. Il y en a des poubelles juste à côté. Et
Et oui, vous serez peut-être surpris de l'apprendre, mais les Inukshuk, bien qu'ils peuvent sembler banals et peut-être même jolis pour certains, en fait, c'est reconnu que c'est mauvais pour l'environnement. On va vous mettre des ressources en dessous qui en parlent. Vraiment, les Inukshuk, en fait, ben souvent, ça détruit l'aspect visuel de certains endroits. Hein. Quand on va quelque part, ben c'est pour voir le paysage, pour voir des formations faites par les humains. Aussi, ben ça détruit des habitats. Imaginez un endroit où ben il y a des insectes qui vivent sur les roches et toutes les roches ont été prises pour construire des Inukshuk. Ça marche pas vraiment. Et aussi, ben en fait, les Inukshuk, à la base, ça peut servir, oui, de délimiter des endroits, par exemple, montrer un sentier, mais imaginez si on arrive à un endroit où, ben à la base, c'était pour délimiter un sentier, mais que là, il y en a partout, ça peut devenir un peu confusant. Après la visite du glacier, ben ça s'arrêtait pas là. Le parc continue sur plusieurs kilomètres. Donc, on a poursuivi notre route, toujours ébahis devant les paysages qui s'offraient à nous. On est finalement sorti du parc pour regagner la civilisation et se diriger tranquillement vers la toute petite ville de Baños, oui, comme en Équateur, et elle aussi reconnue pour ses termes. Pérou, il se fait encore des corridas, et ça, c'est une arène de corrida. On le voit pas bien, là, mais on le voit là-bas un petit peu. On le voit là, Plaza de Toros de Baños. Donc l'arène de corrida. Oh oui, vous êtes belle à manger votre herbe. Oh! Acheté celui-là à Baños, à l'ouest de la cordillère Huayhuash. Association ou Baños. Bref, c'est du lait aux fraises, mais j'aime ça parce que ici tout est Inca. Fait que même leur lait, leur lait, c'est Inca Milk. Bon, c'est cool, on vient d'arriver ici. On s'est trouvé un petit spot pour la nuit. Puis, supposément que, ben en fait, on sait qu'il y a des thermes juste là. Là, on s'entend des thermes, c'est genre un bassin d'eau chaude. Mais ça a l'air très bien. Ça coûte 1 soleil. Fait que, je sais pas, l'équivalent de genre 50 cents pour avoir accès au bain puis camper ici. On est donc allé faire une petite trempette dans les eaux chaudes. L'endroit est vraiment hyper populaire auprès des locaux. Les gens, ils débarquent en famille. Les gens viennent aussi s'y laver. Au début, j'étais un petit peu surprise. Mais reste que, ben, l'eau se draine d'elle-même. C'est des thermes naturels. Donc, ben, ça va. C'est vraiment un lieu de rencontre pour les locaux. Bien détendu après les thermes, on s'est tranquillement installé pour la nuit. Et j'ai commencé à me sentir pas très bien. Hugues, faut le dire que depuis qu'on est arrivé dans le parc du glacier Pastoruri, aussi avait des petits problèmes, disons, de digestion. Moi, ben même chose, ça a commencé à me brasser dans le ventre et aussi je faisais de la fièvre. Malheureusement, j'ai probablement eu la pire nuit de tout le voyage. J'ai eu le va-vite toute la nuit. Il faisait froid, il pleuvait dehors parce que oui, nous, nos besoins, on les fait dehors. On fait ça proprement, on enterre le tout. Mais donc, disons que j'ai vraiment pas eu de plaisir. En plus, je faisais de la fièvre à un haut niveau. Bref, une nuit hyper agitée et vraiment pas plaisante. Le lendemain, on devait encore faire quand même pas mal de route pour se rendre dans la cordillère de Huayhuash. Et moi, je me sentais comme si un camion m'était roulé dessus. Honnêtement, j'avais zéro énergie. Je faisais encore de la fièvre. J'avais le ventre qui brassait. J'étais incapable d'ingurgiter quoi que ce soit. Hugues a donc pris le volant et on a continué notre route. En plus, nous, on avait fait comme plan qu'on allait arriver par la cordillère de Huayhuash par une route plus panoramique, mais beaucoup moins directe, où on allait passer à travers les montagnes et voir des beaux paysages.
On a donc conservé notre plan initial, mais moi, tout le long de la route, j'étais comme un zombie. Je basculais entre un éveil un peu confus à vraiment un état d'évanouissement total. Hugues m'a dit que les paysages étaient vraiment beaux. Des fois, il essayait de me réveiller pour me dire « Regarde, Maggie ». Je regardais, mais on dirait que j'avais pas pleine conscience de ce que j'avais devant moi. Et c'est drôle parce qu'en montant la vidéo, là, j'ai fait « Mais wow, les paysages qu'on a passés étaient vraiment très, très beaux. » Mais moi, c'est comme si j'avais oublié cette journée-là entière. Après des dizaines de kilomètres sur de la route de gravier, on retombait enfin sur de la route d'asphalte de très bonne qualité et on se dirigeait tranquillement vers la ville de Kajatambo qui était notre destination pour la nuit. En train de regonfler les pneus. Parce qu'en montagne, la route qu'on a faite, on tenait ça à 18 en avant, 28 en arrière. Parce qu'à cause du campeur, on doit mettre plus élevé. Mais là, on va remonter ça un petit peu. Parce que la route est plus belle. Naturellement, c'est de l'asphalte. Avant, c'était juste de la boîte puis de la gravelle. Encore un peu malade, on a décidé justement de se prendre un hôtel pour pouvoir relaxer, prendre une bonne douche, avoir accès à une toilette et passer une bonne nuit de sommeil. Ouais, Maggie et moi, on est sur notre fin de rhume, puis on s'est chopé un petit virus ou bactérie ou je sais pas trop quoi qui nous envoie trop souvent aux toilettes. Puis il fait juste mouiller non-stop au Pérou depuis qu'on est dans les montagnes. C'était moins pire à Caraz, mais depuis qu'on a traversé la Cordillère Blanche puis qu'on est arrivé de l'autre bord, il fait juste mouiller tout le temps. Donc c'est un peu tannant. Donc on va se prendre on s'est pris un petit hôtel qui s'appelle Hôtel del Inca. Et ça coûtait pas si cher. C'est 60 sols. Et donc on va ramasser nos affaires dans le campeur. Puis on va passer une nuit là-bas avec une toilette normale. Puis avec un Wi-Fi, puis il va pas mouiller non-stop. Puis, chaque fois qu'on sort dehors pour aller faire pipi, toutes nos choses sont mouillées, nous-mêmes on est mouillés. Donc ça va faire du bien de relaxer un petit peu dans une chambre. Le campeur, ça va super bien, mais c'est juste quand il mouille non-stop, ça se fait, mais on est juste tanné. Elles sont belles, leurs lettres à Kajatambo. Ils les ont illuminées. Ça fait un beau petit look. Je me suis trompé tantôt. C'est plutôt Hôtel Tambo del Inca. C'est là qu'on va être, le bâtiment bleu. Comme vous pouvez voir, c'est super, une belle météo, super mouilleux. On s'est stationné en face de la municipalité. On va espérer qu'il ne nous arrive rien cette nuit. En fait, qu'il n'arrive rien au véhicule cette nuit. Habituellement, les gens en montagne sont vraiment gentils, sont respectueux. Puis comme tout le monde se connaît, ils essayent de ne pas faire de folie, j'imagine. Les gens, en tout cas en montagne, on n'a pas vu beaucoup de criminalité. Mais ce serait pas jusqu'à cause qu'on a laissé le camion sans surveillance pendant la nuit, il se fasse défoncer, puis on se fasse prendre nos objets, puis briser le véhicule, etc. Ça devrait bien aller. Mais on sait jamais. Tout est Inca ici, même le cola. Après une bonne nuit de sommeil réparatrice, au chaud et au sec, on est sorti pour aller prendre une petite marche dans le village et essayer de se trouver un déjeuner. Bon tel que prévu, il n'y a rien arrivé au carrosse pendant la nuit. Les gens du village sont tous bien tranquilles. Très respectueux et accueillants dans un sens. Fait qu'on est en train de rejoindre nos affaires, puis on va aller déjeuner. Pain au fromage, pain aux œufs. C'est le déjeuner d'aujourd'hui. Après ce copieux petit déjeuner, on a continué à monter en montagne parce que notre destination finale, ce n'était pas Kajatambo, mais bien le village de Weyapa, situé encore plus haut en altitude et qui allait vraiment nous servir de point de départ pour la prochaine randonnée qu'on comptait faire.
Le village de Weyapa, c'est un village d'environ 300 habitants, donc vous comprendrez très petit, avec des aussi très petites rues. On a réussi à s'y rendre, mais une fois rendu dans le village, impossible de circuler avec notre véhicule dans les rues. Il faut être en moto, je pense, pour pouvoir passer dans ces rues-là qui sont uniquement en terre battue. Et donc, on a décidé de stationner dans le square central après avoir parlé avec les locaux parce que naturellement, un véhicule comme nous, qui arrive dans un village aussi petit, qui sont habitués de voir des touristes, mais qui ne viennent que rarement en véhicule. Ils ont été très surpris, mais bon, les gens étaient vraiment gentils. Ils nous ont indiqué où stationner et aussi où on pourrait trouver un hébergement pour la nuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, on s'engage dans une nouvelle randonnée, cette fois-ci sur 2 jours où on va aller camper à plus de 4200 mètres d'altitude. On va y faire la rencontre de Esteban, probablement le meilleur chien au monde. Et on se fait attaquer par des vaches enragées. Oups, ils s'en viennent. Oh! Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un j'aime. Et on tenait à remercier tous les gens qui nous laissent des beaux commentaires sur les vidéos. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est vraiment le fun de vous lire. Un gros merci. Bye!